coming on. See a cool recombining hot plasma. Cosmic background now from a near before. Concrete matter looking back through that light to the origin, the Big Bang. Looking for inflation in the cosmos. 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 All of space is alive with an ambience, unblinking since matter was young. A swarm that screams all the earlier scenes from our view of how the world was begun. We scour for clues still imprinted on that light, waiting there to be found. And at the South Pole we spy, within the black starless sky, great swirling forms in the plasma cloud, in the surface of light that we'll use to show if inflation's force through space has rolled. Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue sur Confine ta science. Nous sommes à, je ne sais pas, la 14e édition de Confine ta science. Et bien, bienvenue à tout le monde et à toutes les personnes qui nous suivent. Pour recontextualiser un petit peu Confine ta science, qu'est-ce que c'est ? Ce sont les actions en période de confinement ou de début de déconfinement. Pour ceux qui sont un petit peu déconfinés. On continue de l'espace des sciences Pierre-Gilles de Gênes. Donc, qui est attends, centre... on dit qu'on n'entend pas. On ne nous entend pas. Alors, est-ce que le problème vient juste d'Isem 9 ? Est-ce que les autres, vous nous entendez ? J'entends, moi, dit Quentin, 14. Alors, Isem, c'est peut-être un problème de ton ordi, et Schnafum nous entend. Bon, bah... Ok. Et ben je continue alors. Juste pour Isem, bon, vu que tu vas pas m'entendre, ça sert à rien qu'en fait que je m'adresse à toi. Excuse-moi. Alors je reprends pour dire que nous sommes du coup les activités de culture scientifique de l'espace des sciences Pierre-Gilles de Gênes, donc qui est le lieu de culture scientifique de l'ESPCI Paris, qui est une école d'ingénieurs dans le 5e arrondissement à Paris, et qui propose habituellement des activités de culture scientifique. Et donc, aujourd'hui, on vous propose une activité sur Twitch avec toute l'équipe de médiation de l'ESPJG. Donc, moi, c'est Clémentine, c'est écrit au-dessus de moi. Je suis avec Arnaud, qui est à ma droite. Là ? Ah non, c'est de l'autre côté. C'est à droite. Gauche. À ta droite, il y a ta gauche à toi, du coup. Voilà. Et en fait, nous ne sommes pas tout seuls, puisqu'il y a Schnafum dans les commentaires, qui est Paul, en fait, qui est notre collègue, ainsi que Maxime, qui doit répondre sous le nom de Confine ta science dans le chat. Et nous avons aussi Pania, qui doit être là. Donc, nous sommes tous les 5 pour cette activité, dont on va parler de la lumière et de comment on peut observer la lumière des objets lumineux qui sont loin de nous ou plus proches de nous, et de voir un petit peu les effets qu'on peut obtenir. Pour communiquer avec nous, c'est tout simple, il y en a qui ont l'habitude, vous pouvez utiliser le chat, donc il suffit pour ça d'avoir un compte Twitch, et donc de parler avec nous dans le chat. Si vous n'avez pas de compte Twitch, vous pouvez aussi parler avec nous, vous avez le droit, c'est autorisé, c'est même conseillé. Vous pouvez dans ce cas nous envoyer un mail sur l'adresse mail qui va s'afficher dans le chat, que Paul, Maxime ou Pania va mettre, c'est confinetascience@gmail.com. Voilà. Donc n'hésitez pas à nous communiquer avec nous aussi via l'adresse mail si vous n'avez pas de compte. Pour
une petite règle de courtoisie élémentaire. On essaye de rester cordial dans le chat ou dans les mails, de ne pas avoir d'insultes, de messages haineux. Et aussi, pour qu'on puisse lire tous vos messages, l'idéal, c'est de ne pas mettre trop de messages inutiles qui nous empêcheraient de lire vos messages. On appelle ça floader. Donc, essayez, s'il vous plaît, de ne pas mettre de messages trop inutiles. Comme ça, on peut lire tous vos messages et vous répondre. Alors, on a une question de Steph et plus. Est-ce que vous prévoyez de continuer les semaines suivantes? Alors oui, on continue. Pour l'instant, le programme de la continuité, c'est tous les mercredis à 16h30, une animation comme aujourd'hui. Et le vendredi à 17h30, pour laisser le temps de revenir de l'école, pour ceux qui ont repris, des rencontres en petit comité avec des chercheurs et des chercheuses, comme jusque-là. Donc pour l'instant, c'est ça la suite du programme. Et on vous en dira plus si ça change, mais voilà. Vous pouvez rester là-dessus. En tout cas, n'hésitez pas à aller voir, comme d'habitude, le programme sur le site de l'ESPGG, qui est en dessous de la vidéo. Il y a toutes les informations pour s'inscrire, pour avoir les infos sur les prochains ateliers. Voilà, on se lance dans le vif du sujet. Allez, c'est parti. Merci Clémentine pour la présentation. Et on va commencer assez rapidement avec une manip. Hop là, donc je change d'écran. Et du coup, pour cette manip, j'ai déjà de vous demander dans le chat, donc... On va parler de lumière, on va parler de voir, et du coup, qu'est-ce que nos yeux y voient? Quelle est la source d'information auquel nos yeux sont sensibles? Qu'est-ce qu'ils voient? Qu'ils sont capables de voir les yeux? Est-ce qu'il y en a qui savent ce que nos yeux voient? Qu'est-ce qu'on peut voir avec les yeux? Parce que si on en écoute, avec nos oreilles, on entend du son, quand on sent, on en sent des odeurs, et du coup, les yeux, qu'est-ce qu'ils voient quoi? Alors il y a un petit décalage dans le chat, donc je vais attendre un petit peu. Le vert et le rouge, alors il voit les couleurs, d'accord, ok. Et du coup, est-ce qu'il y a des taches de vert qui arrivent comme ça dans les yeux, et du coup quand il y a des taches de vert, on voit du vert, quand il y a des taches de rouge... Il voit la lumière, dit Delcera. Ouais, il voit la lumière en effet. Nos yeux, ils sont sensibles à la lumière, et c'est ça qu'ils voient directement. Donc on voit un objet, en fait, on voit la lumière qui va émettre ou réémettre. Du coup, ça sera la lumière qu'il émet si c'est une source de lumière, comme une lampe, comme le soleil, comme l'écran de votre ordinateur par exemple, ça c'est des sources de lumière. Donc là, il va directement envoyer de la lumière, et si c'est un objet qui est éclairé dans votre chambre ou qui est éclairé par le soleil dehors, que ce soit ce que vous voyez la plupart du temps, ça c'est des objets qui vont réfléchir la lumière avec laquelle ils sont éclairés. Et du coup, vous, ce que vous voyez, techniquement, c'est pas vraiment l'objet, c'est la lumière qu'il va vous renvoyer à vous, à vos yeux surtout. Et un objet noir ne renvoie pas de lumière, c'est pour ça que vous le voyez noir, tout simplement. Au lieu de renvoyer de la lumière vers vous, il absorbe toute la lumière, ce qui fait que vous le voyez noir. Par contre, si vous voyez des objets colorés, a priori, c'est que la lumière se reflète dessus. Il y a une partie de la lumière qui est absorbée et une autre partie de la lumière qui est émise. Et celle qui est émise, c'est celle qui est de la couleur que vous voyez. Okay. Alors oui, c'est effectivement Marco Polo, ça se reflète sur les objets que vous voyez et que l'on voit. Et du coup, alors on va commencer avec une première expérience assez rapidement. Donc le matériel que vous avez besoin, il est listé sur l'écran. Donc des ciseaux ou un cutter, une feuille en papier, si possible cartonnée, sinon c'est pas très grave. De la lumière qu'on appelle diffuse, alors c'est-à-dire éviter les LED si elles sont trop petites. Plutôt une grosse lampe de chevet. Alors moi par exemple en ce moment je suis éclairé par ma droite, alors je peux pas vous le montrer, mais ici de ce côté là j'ai une grosse lampe de bureau, une lampe de chevet, ça marche très bien, et il faut un mur. Et moi ce que j'ai c'est une petite lampe de chevet, tout simplement, ça marche. Si vous n'avez pas de mur, alors vous pouvez fabriquer un écran qui va permettre de recevoir la lumière. Il vous suffit de prendre par exemple un livre ou une BD, voilà. Et plutôt idéalement blanche, mais si c'est pas blanc, vous mettez une feuille blanche dessus et ça va vous servir d'écran pour refléter ce que vous allez vouloir refléter si vous passez un objet. Vous voyez que l'ombre, elle se reflète sur mon écran et c'est exactement ça qu'on veut. Donc si c'était... Ouais, c'était une blague. Ouais, c'est vrai. Mais Clémentine est très premier degré. Non, mais après, on peut ne pas avoir de mur à disposition avec beaucoup de choses dessus. C'est vrai que c'est mieux d'avoir une surface uniforme et blanche pour bien voir l'ombre. Excuse-moi, Delcera, oui, j'en ai assez de rester enfermée chez moi, voilà. Oui, il faut qu'elle voit déjà.
La feuille que vous allez prendre, donc celle que j'ai mis dans le matériel, ça peut être une feuille de couleur, blanc, enfin voilà, blanche ou de couleur, ça n'a pas trop d'importance. Donc moi j'ai une feuille blanche toute bête, et du coup dans cette feuille on va faire un petit triangle. Alors pour faire ce petit triangle, une façon simple c'est que je propose de la plier en deux. Alors pas, si la pliure n'est pas exactement au milieu, c'est pas très grave. Vous la pliez en deux et du coup on a vu que dans le matériel on a besoin de ciseaux ou de cutters, donc là c'est plus la technique avec les ciseaux. Avec les cutters. Peut-être pour ça, Arnaud, tu peux te remettre en grand, enfin oui. celle d'avant, où on voit bien ce que tu fais. Je vais mettre là. Voilà. Du coup, là, je plie ma feuille. Hop. Et je vais faire une petite incision. Voilà. Tout droit comme ça. Alors, je vais faire... allez, comme... Pas trop grande, faites... Visez 1 centimètre. Voire même un peu moins. Le plus petit, c'est le mieux. En vrai, si vous arrivez à faire un tout petit triangle, alors c'est vraiment le mieux. Mais si vous n'y arrivez pas, alors jusqu'à 1 centimètre, ça marche très bien. On n'est pas dans la précision, là, on veut juste avoir un petit triangle au milieu d'une surface blanche ou d'une surface, en fait. Et du coup, donc là, au niveau de mon doigt, j'ai la petite fente que j'ai fait, la petite ouverture que j'ai fait avec mon ciseau. Et on va en faire une autre qui va être à 2 fois cette distance-là. Donc la distance de notre découpe, on la reporte 2 fois sur le bord, à peu près approximativement, et on découpe en biais jusqu'à arriver à la fente pour en fait à la fin avoir un triangle comme ça. Et l'idée c'est que ce côté-là soit 2 fois plus grand que ce côté-là. Il faudrait que le triangle, Quentin 14, il faudrait qu'il arrive au milieu de la feuille de papier, en fait. Idéalement, l'idéal, ce serait d'arriver à avoir un triangle, un petit triangle au milieu d'une feuille de papier. Et du Donc, coup, à peu près au milieu du... Quand je déplie, hop, magie, j'ai un beau triangle, plus ou moins équilatéral, donc avec les 3 bords égaux. Voilà. Ouais, plus ou moins. Hein. Mais on a dit qu'on n'était pas bien précis. Voilà, c'est pas comme la dernière fois avec les flexagones, là on peut être un peu moins précis. Ok. T'es bon? J'ai fait un il est équilatéral, alors ouais. Delcera, effectivement, l'idée c'est que ça donne un triangle à peu près équilatéral. Ça marchera mieux. Alors, du coup, l'idée maintenant, c'est que donc on a la lumière, on a le mur. Alors, j'ai repassé sur l'autre vue. Et du coup, à votre avis, si vous prenez votre feuille de papier et vous essayez de la mettre entre votre mur et la lumière, quelle est l'ombre qui va apparaître sur le mur? Quelle sera la forme de l'ombre que va faire votre triangle sur le mur? Alors, est-ce que dans le chat, vous pouvez le faire en essayant, vous pouvez le faire c'est encore plus rigolo de le faire en devinant avant. Je veux savoir si c'est sur le pli. Oui, l'idée, Quentin, en fait, c'est que tu plies ta feuille en deux, et sur le pli, tu viens faire, hop, une découpe comme ça, et une découpe en biais, pour que tu obtiennes, je vais te montrer plus proche, un triangle. Alors, Benila nous dit que l'ombre qu'on devrait voir sur le mur, c'est une ombre triangle. Un triangle, ok. Alors, est-ce que... Est-ce qu'il y en a qui ont d'autres hypothèses? Qui pensent qu'on va peut-être voir, j'en sais rien, un losange, un carré, je sais pas. Ou alors, je sais pas, je sais pas. D'autres hypothèses. Est-ce qu'il y en a qui ont d'autres hypothèses que le triangle? Ok, bah du coup on va rester sur le triangle. Donc ce que je vais faire, c'est... Je vais le mettre sur mon mur et... Alors j'essaie de le mettre bien en face de la caméra. Alors ce que vous voyez à gauche, sur l'écran gauche de Arnaud, en fait c'est une caméra qu'il a mis qui regarde directement son mur. Ouais. Voilà. La caméra elle voit le mur, du coup là je mets juste ma feuille de papier entre ma lumière qui est là et le mur de l'autre côté. Ouais. Et du coup on voit l'ombre que ça fait. Et du coup on voit... Qu'est-ce qu'on voit comme forme apparaître? L'ombre, la lumière. Et là, vous voyez normalement sur l'écran d'Arnaud, sur votre écran, on voit un rectangle. Alors, on voit un rectangle. Non, je pense que ça, ce sont des hypothèses. Dans les hypothèses, on a hexagone, on a rectangle ou petit triangle. On a aussi rectangle, super abem qui nous dit ça. Alors, en tout cas, là, ce qu'on voit... Pour expliquer, on voit bien sur la tête d'Arnaud qu'il est éclairé d'un côté par la lumière et c'est sa source de lumière. Elle vient de là et renvoie sur le mur. Elle va frapper la feuille. Donc on voit un triangle explorateur, effectivement. Du coup, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais rapprocher. Hop. Ma feuille de la lampe. Et là, qu'est-ce qu'on voit?
Alors, rectangle moins le triangle. Ah oui, le rectangle, effectivement, le rectangle, vous avez raison. Le rectangle, c'est l'ombre complètement, c'est l'ombre de la feuille qui est rectangle. Donc, si on voit là, je vais vous cacher ça, je ne sais pas si vous voyez, effectivement, derrière, on voit l'ombre de la feuille, c'est le rectangle. La question, c'était de quelle forme est-ce qu'on voit la lumière qui passe dans le triangle que vous avez fait au milieu de votre feuille. Donc, alors, du coup, au début, c'était un triangle. Ouais. Et puis ensuite, on nous dit, c'est tout flou. C'est tout flou. Est-ce que vous voyez une forme? Le triangle se dédouble quand on rapproche la feuille très près de la lumière, oui. Et si vous essayez de le mettre un peu entre les deux, alors ça devient flou. Est-ce que vous voyez une forme? Est-ce que ça reste triangle? Est-ce que là, ça reste vraiment un triangle? Quand on regarde sur l'écran à gauche d'Arnaud, on voit une forme. Quelle tache est là? Quelle forme est là, cette tache, pardon? Elle est floue, effectivement. Alors, ce que je vais essayer de faire, c'est que je vais refaire un triangle, mais un peu plus petit. Et on va voir. Hop. Un cercle. Belnina nous dit un cercle. Ok. On voit un rond. C'est plutôt rond. Ok. Alors Arnaud va essayer de voir avec un rond plus petit. Ah bah là, on le voit très bien, Arnaud. Alors, est-ce que... Effectivement, que l'ombre, enfin la tache de lumière, au milieu de l'ombre, elle est, ce que vous avez dit, plutôt ronde. Et on voit un cercle. Un cercle. Est-ce que ça vous paraît logique? Est-ce que ça vous paraît normal? Parce qu'au début, on voyait un triangle. Quand on mettait l'ombre du... Hop. Alors, si je mets ma feuille proche du mur, ici, hop, je vois deux triangles. Et là, quand je recule, hop, on voit un beau cercle. On voit même une ligne autour. Donc, alors, il y en a qui nous disent non, c'est pas logique. C'est pas logique. Alors, du coup, à votre avis... la lumière qu'on voit, que vous voyez à l'écran, le cercle lumineux, c'est la lumière qui vient d'où? C'est la lumière de quoi? La partie... Hop. Donc, alors, cette lumière-là, à votre avis, c'est la lumière de quoi? Juste, Anafanta, nous, on voit toujours un triangle. Alors, pour essayer de voir le rond, il faut éloigner la feuille de papier du mur et la rapprocher de la source de lumière. Et si ça marche pas, essayez un triangle plus petit. Rapprocher, voilà. Est-ce que c'est le fond de la lampe? Ah, ben on se rapproche. En fait, alors effectivement, la lumière qu'on voit ici, c'est la lampe. C'est la lumière de la lampe. Mais en fait, on recule, la forme qu'on voit, c'est la forme de l'ampoule, la forme de la lampe. Et en fait, ce qui se passe, c'est que peu importe la forme du trou, si vous écartez votre objet ici suffisamment de votre mur, et ben vous allez voir la forme de l'objet qui éclaire ce trou. Donc là, la forme de l'objet qui éclaire notre trou, c'est notre lampe, elle est circulaire, c'est une ampoule toute ronde, et du coup, ben, on voit une tache toute ronde. Et en fait, le fait de faire une petite ouverture pour laisser passer la lumière comme ça, c'est ce qu'on appelle un sténopé. Alors je vous le dis parce que on va en reparler par la suite. Alors est-ce que... Alors chez nous, les triangles se dédoublent. Quand vous éloignez de la source de lumière, quand vous rapprochez de la source de lumière, les triangles se dédoublent et vous n'arrivez pas du tout à avoir de rond. Essayez de faire, dans ce cas-là, un triangle beaucoup plus petit. Et l'idée aussi, c'est de faire alors, ouais, une lampe de chevet ou une lampe de bureau. En fait, ce qui est important, c'est d'avoir un trou qui est beaucoup plus petit que la forme, que la source de lumière. Après, si vous arrivez à avoir le soleil chez vous, et que le soleil projette sur un de vos murs, alors c'est l'idéal. Vous pouvez le faire aussi avec le... Oui, parce que là, on parle de... Alors c'est que Schnafum dit qu'il y a peut-être plusieurs lampes à la fois, ou une lampe avec plusieurs ampoules dedans. Ça, oui, c'est vrai que ça marche mieux quand il y a... On verra quand même l'effet, mais pour que ça se dédouble pas, c'est mieux qu'il n'y ait qu'une seule ampoule ou une seule source de lumière. Et le nom, c'est un sténopé, oui. Ce qu'on est en train de faire, c'est un sténopé. Quand on fait un petit trou, un tout petit trou qui laisse passer la lumière, c'est un sténopé. Et du coup, là, ce qu'on va voir, c'est intéressant. Ouais, ce qui est très intéressant dans l'expérience qu'on a faite juste là, c'est que peu importe la forme du trou, c'est-à-dire qu'on a bien vu que là, on a fait un trou qui est en forme de triangle. En fait, la lumière qui passe dans ce trou et qui est projetée sur un mur, un écran, etc., elle a la forme non pas du trou, sauf quand on rapproche la lampe, la feuille très très près du mur,
mais elle a la forme de la source de lumière et non pas la forme du trou. Donc même si le trou est triangle, alors que la source de lumière, c'est un rond, dans ce cas-là, la tache de lumière qu'on va voir sur le mur, ça va être un petit peu flou, mais ça va être un rond. Alors pour Bolty 394, ce qu'on a fait, c'est qu'on a découpé sur une feuille, bon la mienne est violette, mais ça marche avec une feuille blanche, un triangle grâce à des ciseaux. Et ensuite, avec une source de lumière, on a essayé de projeter l'ombre de cette feuille avec un trou sur un mur pour observer que la tache de lumière au milieu n'est pas la forme du triangle, mais la forme de la source de lumière. Ok, alors on va peut-être, du coup, juste pour répondre à Delcera, si ça marche pas encore très bien, essayer de reculer la source de lumière le plus loin possible du mur. Voilà, en faisant varier les distances, normalement, au bout d'un moment, ça marche. Et du coup, donc là, je le refais une dernière fois devant la caméra. Hop, si vous reculez, vous devriez voir quelque chose qui devient flou et hop, qui devient de la forme de votre source de lumière. Alors, on va peut-être passer à la suite, Clémentine. Ouais. Avec un laser, ça marchera pas. Parce qu'en fait, on l'a dit un petit peu tout à l'heure, c'est qu'il faut idéalement que la source de lumière, elle soit beaucoup plus grosse que le trou. Or, le laser, ça fait une lumière qui est très directionnelle et qui est très précise et qui est toute petite. Et du coup, elle va passer dans le trou tout droit. Donc, effectivement, si votre laser, il a la place de passer dans le trou, et ben dans ce cas-là, il va y avoir juste la forme du laser qui va passer dans le trou et ça va pas faire d'ombre en fait. Donc, il faut vraiment une source de lumière qui soit assez grosse et assez diffuse. Ouais, on peut passer à la suite. Alors. Mais justement, en passant à la suite, pour vous montrer vraiment ce changement de forme, je ne sais pas si vous voyez la forme de ma lampe de chevet. L'ampoule, elle n'est pas du tout ronde. Je ne sais pas si vous la voyez bien. C'est une ampoule qui est un peu ovoïde, donc qui forme un petit cylindre. Et on va voir que quand... Je ne sais pas si... Ouais, on voit bien. Là, donc la tache sur mon mur, elle a exactement la forme de mon ampoule. Si vous regardez la tache, le haut de la tache, on voit que c'est un peu triangulaire avec la pointe qui va vers le bas et la base qui est en haut de la tache. Et si je retourne mon ampoule, hop, alors que j'ai pas du tout retourné ma feuille, hein, vous êtes d'accord? La tache... Elle est à l'envers, oui. Il y a Bouloudrian qui dit qu'elle est à l'envers, effectivement. En fait, donc, on voit bien que la tache, en fait, elle dépend, dans cette position-là, uniquement de la source de lumière. Du coup, elle va prendre la forme de la source de lumière. Elle prend la forme de la source de lumière. Et si je change la direction de ma source de lumière, comme elle n'est pas symétrique, on voit vraiment que la tache, elle change. Alors pour le verre, oui, il faut un verre transparent pour répondre à Quentin pour la suite. Et juste avant, du coup, on va présenter une petite vidéo. Alors là, nos sources de lumière, c'est nos petites lampes chez nous à la maison. Mais si vous pouvez faire ça pendant des éclipses de soleil, bah regardez ce que ça donne. Hop, et c'est la vidéo que je vous mets à l'instant. Et du coup, bah, ce que vous voyez projeté sur le sol, donc là vous voyez l'ombre d'un arbre sur le sol, et bah, ou sur un mur, non sur un sol, et ben en fait c'est le rayon de l'éclipse de soleil, donc le soleil est en partie caché, donc on voit juste un petit anneau, et du coup c'est ce qui est projeté sur le sol. Vous êtes d'accord? Quand il y a une éclipse, imaginez que ma main droite, c'est le soleil, d'accord? Donc normalement c'est rond. Mais en cas d'éclipse, hop, il y a la lune qui se cache devant le soleil. Donc la seule lumière qui nous parvient, au lieu d'avoir, comme d'habitude, une source de lumière ronde, et ben en fait, c'est un croissant de lumière. Et donc, dans l'ombre des feuilles, il y a des petits trous entre les feuilles, et ben la lumière qui passe et qui se reflète sur le sol, je ne sais pas si tu peux remettre la vidéo, ouais. Arnaud, c'est vraiment des petites formes de croissants. Et donc ça, c'est le reflet d'une éclipse de soleil, d'une éclipse de lune. De soleil, juste sur le sol. Et en fait, on voit vraiment que la forme des ombres qui passent à travers les petits trous des feuilles de l'arbre, eh ben, ce sont des formes de croissants. Et c'est ce phénomène qui nous permet du coup d'observer les formes des astres qui sont loin de nous dans le ciel, donc le soleil, les étoiles, etc. En fait, quand on les passe à travers des petits trous, on arrive à voir la forme qu'ils ont réellement. Voilà. Alors, on passe à la manip d'après. Vas-y, ouais, Arnaud. Justement, pour faire la transition avec la manip d'après, quand on a vu l'ombre projetée avec nos petits triangles, on a vu que ça devenait flou quand on s'éloignait du mur, quand on éloignait notre objet, notre feuille du mur, on voyait que ça devenait un peu flou. Et du coup, bah, Clémentine va nous montrer comment.
on va essayer de rendre cette image plus nette. D'accord? Est-ce que vous auriez une idée pour rendre une image qui est floue plus nette? Comment on pourrait faire pour rendre une image floue, quelque chose qui est vraiment assez diffus, une lumière qui fait une tache pas distincte sur un mur, un écran, plus nette? Est-ce qu'il y en a qui ont des idées? Alors, petit 394 qui nous demande pourquoi on a besoin d'un verre d'eau. Alors du coup, il pense à une bonne solution. Je pense que c'est avec un verre, effectivement. Mais pourquoi un verre? Qu'est-ce que ça ferait? Des lentilles. Alors, il y a Boulodrian qui parle de lentilles. Qu'est-ce que c'est une lentille, Boulodrian? Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Alors, en rapprochant le soleil. Est-ce que c'est possible? Est-ce que nous, on va pouvoir rapprocher le soleil? Alors, des lunettes de myope, exactement. Et bien, justement, peut-être une lunette de myope, c'est ce qui se rapprocherait de la définition d'une lentille, en fait. Une lentille, des genres de verres de lunettes, ok. Et donc, avec le verre, il y a deux surfaces. En fait, effectivement, on peut prendre un verre de lunettes, une loupe, tout ce qui est lentille. Mais nous, en fait, l'idée, c'est qu'on suppose qu'on n'a pas forcément tous des lentilles ou des lunettes chez soi. Et du coup, on va essayer de voir comment, avec les moyens du bord, on peut essayer de refaire une lentille. Et c'est pour ça qu'on vous demande d'utiliser un verre. En fait, une lentille, ça permet d'avoir la lumière qui arrive. La lumière, les rayons de lumière qui arrivent dans une direction. Et au moment où ça doit changer de milieu, c'est-à-dire que ça passe de l'air au vert, par exemple, et ben, les rayons qui arrivent dans une seule direction, ils sont obligés de changer de direction au moment où ils changent de milieu. Donc, s'ils passent de l'air au vert, ils changent de milieu. Et ce qu'on a remarqué, c'est que, par exemple, dans le vert, les rayons qui arrivaient tout droit, au lieu de continuer tout droit, paf, ils sont orientés vers une même direction. Et donc, au lieu d'avoir des rayons qui arrivent de manière parallèle et un petit peu loin, et donc de faire une lumière floue, paf, ils vont être dirigés vers le même point, ce qui va permettre de focaliser la lumière. Et effectivement, on va voir que le vert, il va pas, là dans mon cas, il va pas grossir l'objet derrière, mais il va permettre de concentrer les rayons qui arrivent de manière diffuse et floue en un point qui est très intense. D'accord? C'est effectivement ce que permet de faire une loupe ou ce que font des lunettes de myope, des lentilles. Alors moi, j'ai pris un gros verre à pied, comme ça. Ça marche avec n'importe quel verre en verre. Il faut qu'il soit transparent. Et idéalement, avec un verre qui n'a pas d'aspérité. Il y a des verres qui ont des formes gravées dedans. Il vaut mieux qu'il soit lisse. S'il est bien circulaire et bien lisse, c'est ce qui marchera le mieux. Et alors, pour vous le montrer bien, moi, j'ai utilisé une autre source de lumière. Pour le coup, c'est une barre de LED. Donc, il y a plein de petites lumières qui vont partir très brillantes de cette source de lumière. Mais ça marche aussi avec votre lampe, la lampe que vous utilisiez tout à l'heure. C'est juste que avec moi, vous le verriez moins si j'utilisais ma lampe. Parce que j'arrive pas bien à voir avec... on n'arrive pas bien à le voir avec la caméra. Mais tout simplement, ce qu'il faut faire, je vais éteindre l'autre lumière. Voilà, donc la seule source de lumière de la pièce ici, c'est donc cette barre de LED. Vous voyez, elle est très brillante. On voit bien. Voilà. Et si vous rapprochez votre lumière de votre verre, vous voyez, quand je suis très loin de mon verre, il se passe rien du tout. Quand je rapproche ma lampe de mon verre, on voit bien que d'un seul coup, quand je trouve la bonne distance, oui, c'est un verre qui est rempli d'eau, quand je trouve la bonne distance, toutes les petites LED sont très brillantes d'un seul coup et renvoient et sont focalisées et sont concentrées en des points très brillants. Par contre, si je rapproche trop de mon verre, alors là, qu'est-ce qui se passe? Ça redevient complètement flou. Donc, pour vous, je vous conseille non pas de jouer avec la distance de rapprocher, éloigner votre verre de votre source de lumière, votre source de lumière de votre verre, mais plutôt d'éloigner ou de rapprocher votre verre et de jouer plutôt avec votre verre et d'avoir votre lampe qui est posée à un endroit. Et ensuite, de jouer avec la distance avec votre verre et de trouver la bonne distance
qui va vous permettre d'avoir la lumière très concentrée en un point donné, complètement focalisée et brillante. Voilà. Et du coup, n'hésitez pas à le faire chez vous. On demande, Marco Polo demande si on utilise de l'eau. Alors nous, chez nous, on utilise de l'eau. Après, plus tard, à la fin de la vidéo, si vous voulez essayer avec d'autres liquides et voir si on obtient la même chose, c'est tout à fait possible et intéressant. Voir si tous les liquides, on va avoir le même effet de lentille, de ramener ces rayons en un point précis pour voir une image plus nette. Alors du coup... Alors, quand je l'ai testé avec ma lampe de chevet tout à l'heure, j'avais posé ma lampe de chevet à peu près ici, et pour avoir ce point de focalisation, il fallait que j'approche mon verre très très près du mur. Bah, d'ailleurs, là, si je le fais, c'est exactement ce qui est en train de se passer. Il y a ce point de focalisation qui est très très près du mur, donc on ne le voit pas très bien, mais il est possible que vous deviez, avec votre verre, rapprocher votre verre très près de votre écran, de votre mur. En fait, ce qui va jouer dans la distance et dans l'effet de concentration de la lumière, ça va être aussi la forme du verre. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les lentilles, elles n'ont pas les lentilles, les lunettes, ça n'a pas du tout la même forme que un verre d'eau. On est d'accord? Un verre d'eau, c'est très bombé. C'est très rond. Et du coup, ça va avoir cet effet-là très particulier. Alors non, ce n'est pas l'eau qui se reflète qui fait ces petites taches. Ce qui fait ces petites taches, Marco Polo, c'est uniquement... Je ne sais pas si vous voyez... Non, ouais. Vous ne voyez pas du tout. Je vais éteindre la lumière. Hop. Vous voyez, si je m'approche de la caméra, on voit que sur ma barre de LED, vous voyez, il y a plein de petites lampes. Énormément de petites lampes. Tous les petits carrés jaunes, en fait, c'est des lampes qu'on appelle LED. Donc, qui donnent une lumière très blanche et qui consomment assez peu d'énergie. Voilà. Et là, il y en a une bonne dizaine. Et du coup, quand je le passe à travers quand je l'allume maintenant... Hop, c'était le bouton. Voilà. Quand je l'allume et quand je le fais se refléter à l'intérieur de mon verre, en fait, ce qu'on voit, les petites taches derrière, c'est pas l'eau, mais c'est une petite tache pour chaque petite lampe qu'il y a dans ma barre de LED. Donc, chaque petite tache qu'on voit, c'est pas l'eau, c'est une petite lampe qui est très concentrée et très focalisée. En fait, l'idée, c'est que chacun des carrés des petites LED va envoyer chacun de la lumière dans toutes les directions. Donc nous, quand on regarde la lumière directement, on voit une grosse zone lumineuse assez uniforme. Mais là, en fait, ce que va faire le verre d'eau et la forme circulaire de l'eau, chaque petite LED, elle va ramener ses rayons à un endroit précis qu'on voit se projeter sur le mur de Clémentine. Et du coup, en fait, la lumière qui est un peu diffuse quand on regarde directement la lampe à LED, eh ben, elle se fait reconcentrer par le verre d'eau. Et on dit que ça défloute, ça zoome, effectivement. Alors, si vous n'avez pas compris, en fait, je vous propose de le voir un peu différemment, si ça te va, Clémentine. Vas-y, complètement. C'est, hop, je vais le faire de mon côté, et au lieu de le projeter sur le mur, je vais le projeter sur le sol. Alors, je vais tourner cette caméra. Hop là. Ah ouais, justement, la question, pourquoi ça fait des lignes? Alors, ça fait des lignes à cause de la forme, justement, du verre. D'accord? La forme du verre, elle fait qu'il y a aussi de la lumière qui part dans d'autres sens au moment où ça rechange de milieu. Tout à l'heure, on a dit que la lumière, elle était diffractée. Elle changeait de direction quand elle changeait de milieu. Donc là, elle passe de l'air au verre. Et ensuite, à l'intérieur de mon verre, il y a de l'eau. Et ensuite, ça repasse de l'eau au verre de l'autre côté, puis du verre à l'air. Donc, en fait, il y a plusieurs endroits où la lumière, elle change de direction. Et donc, le fait que cette forme de verre, que le verre ait cette forme-là et que ça change plusieurs fois de milieu, eh ben, ça fait que ça ne fait pas une tâche très précise et que ça fait quand même des petites lignes verticales. Mais regardez bien ce que va vous montrer Arnaud, parce que ça permet de comprendre un petit peu mieux cette histoire de diffraction et de focalisation de la lumière. Alors la diffraction, je ne sais pas si on va pouvoir en parler aujourd'hui, c'est pas pour l'instant on ne diffracte rien, on va plutôt concentrer on diffracte. Pardon? C'est de la diffraction, c'est ce phénomène de concentration. Autant pour moi alors. Du coup, donc là j'ai posé mon verre à plat et la caméra ici elle filme vers le bas sur mon bureau et on voit, donc ça c'est la lumière de la même lampe que tout à l'heure que j'utilisais au début qui se dépose sur une feuille blanche. Et en fait, là, vous voyez, tout ça, c'est des rayons lumineux qui ont traversé mon verre. Alors, je vais peut-être mettre le verre...
voilà, un peu plus haut. Donc en fait, la lumière, elle arrive de façon assez uniforme derrière le verre ici. Hop. Elle arrive par ici. Elle traverse l'eau et en fait, vous voyez que celle qui va traverser l'eau au milieu comme ça, elle va a priori pas trop être déviée, mais les rayons qui vont arriver ici, en fait, ils vont être beaucoup plus déviés. Et ceux qui arrivent sur les bords vont être beaucoup plus déviés vers le centre. Et au bout d'un moment, en fait, tous les rayons vont se retrouver en un point, qu'on appelle le point focal. Et du coup, là, il y a une zone de lumière assez intense, où toute la lumière de ma lampe qui éclaire le verre se retrouve. Et ça, vous pouvez le faire très simplement aussi. Vous posez le verre par terre et vous mettez la source de lumière juste derrière votre verre. Et alors, Delcera, je m'étais trompée effectivement, comme dit Paul, c'est la réfraction. Oui, excuse-moi. En fait, les phénomènes de réfraction et de diffraction, c'est la lumière qui est déviée. Et ce sont des noms qu'on donne aux propriétés physiques de la lumière qui changent de matière et qui changent de matériaux. Donc, il y a des fois, l'image est diffractée, des fois, l'image, elle est réfractée. Et donc, c'est le nom de propriété physique qu'on donne à la lumière. Oui, c'est pour ça que je dis que parce que sur la diffraction, ça se voit qu'on fait passer de la lumière dans un très petit trou ou dans une fente très fine, et ça fait apparaître des formes, et plein de choses. Mais effectivement, on va pas en parler aujourd'hui. Alors, du coup, donc l'idée maintenant, c'est qu'on va utiliser un peu tout ça dans un dernier objet qu'on va construire. Et du coup, hop, cet objet, alors j'ai passé... Là, ce sera plus simple. J'ai tourné ma caméra. C'est d'utiliser une boîte en carton. Donc, est-ce qu'elle est mise? Oui, une boîte en carton. Alors, une boîte à chaussures, ça marche bien. Sinon, une boîte d'un colis que vous avez reçu par la poste. Une boîte en carton, voilà. L'avantage de la boîte en carton, c'est qu'en fait, vous allez pouvoir l'ouvrir facilement et la fermer. Du coup, donc là, on a vu que la lumière, quand elle passait à travers un petit trou, peu importe la forme, si on regarde l'image projetée suffisamment loin, on voit la source de lumière. On a vu qu'on pouvait, que par contre, si on éloignait notre petit trou du mur, on avait une image très floue sur le mur, mais qu'en rajoutant de l'eau sous la forme d'un verre d'eau comme ça, bien rond, ça faisait comme l'effet d'une lentille, comme les lentilles des lunettes. Et du coup, on va essayer de combiner tout ça ensemble pour faire cet objet. C'est une boîte noire, alors ouais, ça va être ce qu'on peut appeler une boîte noire, une caméra obscura ou une chambre noire. Une chambre noire, ouais. Chambre noire plutôt que boîte noire. Alors du coup, ce qu'on va faire en premier, c'est que on va faire le petit trou pour ce qu'on appelait le sténopé. Le sténopé, c'est la petite forme qu'on a fait ici. Donc pour faire ce trou, je conseille d'utiliser un stylo. Alors est-ce que je l'ai mis? Ah non, j'ai pas mis dans le matériel. Si vous avez un crayon ou un stylo avec une petite pointe, on peut utiliser, et vous allez faire un trou à peu près au milieu d'une des deux petites faces de votre boîte. Alors, Quentin, la tienne a un petit trou. Alors, en fait, tout dépend de où est le petit trou parce qu'on va avoir besoin de créer des trous. D'accord? Mais il faut que les trous soient aux bons endroits. Donc, en fait, les trous qu'on va faire, nous, que Arnaud est en train de faire, c'est les trous qui sont nécessaires pour que ça marche. Donc, par exemple, les deux côtés longs, les deux faces qui sont dans la largeur ont besoin d'avoir des trous. Donc, ce qu'est en train d'Arnaud faire. Par contre, s'il y a des trous sur les bords, alors dans ce cas-là, il faudra éviter au maximum que la lumière elle puisse rentrer par là, en bouchant, en colmatant, en mettant un bout de scotch foncé dessus, en collant un bout de papier foncé, un autre bout de carton. L'objectif, c'est d'éviter que la lumière elle puisse rentrer au maximum par les trous qu'on veut pas. Donc là, Arnaud, il a fait un trou. D'un côté, avec son crayon. J'ai fait un petit trou, ça c'était pour amorcer le trou. Je vais essayer de l'agrandir un petit peu. Alors moi, ma technique, c'est que normalement vous avez des ciseaux. Et du coup, vous rentrez vos ciseaux dans votre trou. Et là, juste vous tournez, hop. Comme ça, on a un trou assez gros. Hop. Vous avez un beau trou. Donc j'ai dû sacrifier quelques boîtes en carton pour préparer cet atelier. Mais donc j'espère que ça fonctionnera bien chez vous. Hop. Et du coup, moi, ce que je vais faire, c'est que j'ai aussi passé de l'autre côté, à l'intérieur. Alors, je vais essayer de montrer. À l'intérieur
de ma boîte et j'essaye d'avoir un bon trou. Avec un tournevis, c'est bien, effectivement. Avec un tournevis. Vous pouvez utiliser une pointe de compas, un tournevis, tout ce qui vous permet de percer. On vous présente une technique qui nécessite très peu de matériel, mais effectivement, tout ce qui vous permet de faire un trou. Allez-y. Ok. Donc là, on a un premier trou. Du coup, vous allez faire un deuxième trou identique de l'autre côté. Donc, côté opposé, hop. Toujours plus ou moins au milieu. Alors ça, c'est pas exactement au milieu. Pas... Alors, quelle taille? La taille, c'est petit et pas trop gros. La taille du diamètre à peu près de votre crayon. Un peu plus quand même, un petit peu... Enfin, un peu large. C'est pas grave s'il est un petit peu trop gros. Mais moi, j'ai fait... C'est une pièce de 5 centimes, je dirais. À peu près. La taille de voilà. En fait, la taille, c'est pas besoin d'être très très précis. Donc là, je fais un trou, hop, de l'autre côté. Donc la même technique. Vous pouvez utiliser la technique du tournevis. Voilà. Il y a un trou en bas de ta boîte. Vous blesser en... Je sais pas, Arnaud, si tu as vu, mais il y a un trou sous ta boîte. C'est pas un trou, c'est... Ah si, c'est une boîte, ouais. Bon. Je te le dis juste parce que je le vois. Après, s'il y avait des petits trous sur les côtés, vous pouvez mettre du scotch, effectivement, remettre du papier. Mais si, pour l'instant, ce sera pas très grave. Là, en fait, l'idée, c'est qu'on vous montre un petit peu, avec tout ce qu'on a vu avant, comment ça fonctionne. Et après, une fois chez vous, si vous avez plus de temps, vous pouvez améliorer, essayer de le perfectionner. Alors, là, ce qu'on vient de faire, Delphine et Séraphine, c'est faire des trous de chaque côté de la largeur de la boîte. D'accord? C'est tout ce qu'on a fait. Donc, un trou de chaque côté, avec ciseaux, avec crayon et ciseaux pour élargir un petit peu. Donc là, j'ai fait un trou ici et un trou là. Si vous avez déjà des trous sur ces côtés-là, bah, c'est parfait. S'ils sont... Alors, si je dis si celui-là n'est pas centré, c'est pas très grave, mais il faut qu'il y en ait un des deux au moins qui soit bien centré. Si les deux sont centrés, c'est encore mieux. Mais un qui soit bien au centre de vos faces, au moins. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est que... bah, nous, sur les expériences qu'on a fait, on a regardé des images qui se projetaient sur le mur. Mais là, on n'a pas de mur, et du coup, le problème, c'est qu'une image sur le mur, donc on la voit si on est du bon côté du mur, mais si je vais de l'autre côté, là, dans l'autre pièce derrière ce mur, je verrai plus mon image. Et nous, comme l'image, elle va se former à l'intérieur de ma boîte, il faut que je puisse voir de l'autre côté. Donc, hop, donc là, j'ai mon trou par lequel va rentrer ma lumière. Elle sera à l'intérieur. Et il faut qu'elle aille se projeter sur une surface que je puisse voir de l'autre côté. Donc c'est pour ça qu'on vous a proposé du papier calque ou du papier sulfurisé. En fait, ce qu'on est en train de faire, c'est un peu le même système qui permettait de voir une source de lumière sur un mur avec un petit trou. En gros, on a un petit trou. La lumière, elle passe à travers le trou et dans ce trou, on voit la source de lumière sur le mur. Et bien là, ce qu'on vous propose de faire, c'est la même chose, mais version mobile. Donc, qui puisse bouger, que vous pouvez emmener avec vous, tout simplement. Voilà, pardon Arnaud, je t'ai coupé. Non, pas de souci. Alors du coup, moi, j'ai pas de calque chez moi, donc j'ai pris du papier sulfurisé. Donc vous prenez une petite feuille comme ça. Hop. Alors, si tu as fait un trou vers un coin, Quentin, alors l'autre, il faut que tu le fasses au milieu. Et du coup, là, l'idée, c'est que... Au milieu de l'autre face. C'est que... Hop. Alors, le mieux entre papier calque et papier sulfurisé. Papier calque, je pense. Papier calque, oui. Après, les deux marchent très bien. C'est ce que vous avez eu envie d'utiliser comme ressource. Faut qu'en fait, qu'il soit... donc, qui trouble un peu la lumière, enfin, qu'il soit pas complètement transparent, mais pas complètement opaque. L'idée, c'est qu'il soit un peu entre les deux. Et le calque, a priori, ça marche bien. Et l'idée, en fait, c'est maintenant, avec votre papier, de faire un rectangle qui, hop, se mette ici, à l'intérieur de votre boîte. Donc, qui prenne un peu la forme de ma main. Donc, qui soit de la même hauteur que votre boîte et de la même largeur. Du coup, pour vous le mettre au milieu. Du coup, ça, après, ça va avec votre boîte à vous, hop, de voir les dimensions à prendre. Mais du coup, vous pouvez déjà regarder les... Alors, si vous avez une règle, c'est encore mieux. Vous pouvez garder les dimensions, hop, de la largeur de votre boîte et de votre hauteur pour savoir la taille du rectangle qu'il faut. Après, le rectangle, il faudra qu'il se mette comme ça. Pour ce faire, vous pouvez juste poser verticalement votre boîte, la fermer,
posez votre feuille par-dessus et découpez un rectangle qui est exactement la forme de la face de côté. Hop. Alors, elle n'a pas compris, Delcera. Donc, là, l'idée, c'est de faire un rectangle dans votre feuille de papier cal ou de papier sulfurisé. Un rectangle qui soit de la même dimension que le rectangle dans lequel vous avez fait le trou. Donc, il faut que le rectangle soit de la même dimension que celui-là. Du coup, ce que vous pouvez faire, c'est poser votre boîte comme ça, par exemple. Mettre votre feuille de papier calque dessus, ici. Et essayer de couper un triangle de la même dimension que le côté de votre boîte. Vous voyez, j'ai une boîte là aussi. Et j'ai une feuille que je veux absolument rentrer et qu'elle s'enfonce à l'intérieur et qu'elle puisse couvrir comme si c'était une face du côté. Comme si c'était un côté que je découpais et que je mettais à l'intérieur, mais au lieu que ce soit en carton, ce soit en papier calque ou en papier sulfurisé. Et n'hésitez pas à faire le rectangle que vous découpez qui soit plus large que la boîte. S'il est un peu plus large que la boîte, c'est même encore mieux. S'il est la même dimension, ça marche aussi. En gros, la hauteur, c'est important que la hauteur, elle soit de la même taille. Mais par contre, la profondeur, mais par contre, si ça dépasse un peu sur les côtés, si c'est plus large, comme ça, alors c'est pas de souci, parce que comme ça, on va pouvoir le coller à l'intérieur. Du coup, moi, là, j'ai fait un rectangle de papier qui est un petit peu, donc qui est la même hauteur et un tout petit peu plus large. S'il est pile poil pareil, ça marche aussi. Voilà. Ok. Et du coup, bah maintenant, ce que vous allez faire, c'est que avec, alors, soit la pâte à fixe, soit le scotch. Bah, comment on le colle? Donc, vous pouvez prendre du scotch ou de la pâte à fixe et coller les petits bords de votre feuille calque sur les bords intérieurs de votre boîte. Donc, l'idée à la fin, c'est que ça tienne comme ça. Alors, moi, je mets des petits bouts de pâte à fixe sur les bords. Je mets des petits bouts de pâte à fixe ici. Alors, hop. Ici et là. Et du coup, après, je vais coller les bords, hop, comme ça, à l'intérieur. Sinon, vous pouvez prendre du scotch et mettre un bout de scotch de chaque côté de votre papier calque ou votre papier sulfurisé. Quand vous le mettez à l'intérieur de votre boîte, vous avez juste à hop, coller sur les bords de la boîte à l'intérieur, tchac et tchac, pour coller votre feuille. Ah, par contre, quelque chose que j'ai pas dit d'important, c'est que faut que votre papier calque il soit à peu près un demi-doigt d'adulte, on va dire, du bord de votre boîte. Alors, soit décalé. Quel trou? Le trou où la lumière rentre ou le trou? Le trou où la lumière rentre. A priori, pour l'instant, vous avez deux trous identiques, mais celui que vous voulez, par lequel vous voulez la lumière rentre, vous décalez à peu près d'un demi-doigt. Voilà, pas au milieu, Bouledrian. Vraiment, donc si j'ai ma boîte, bon là je l'ai fermée, mais vous avez un trou qui est sur cette face, qui est au milieu, et vous prenez à peu près un demi-doigt, et vous collez, hop, j'ai un peu du mal à... Et vous collez la feuille à peu près à cette distance, à l'intérieur de la boîte, hop, du bord. Ce qui va vous mettre un écran à l'intérieur de votre chambre noire. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, à nous les poser. Hop. Normalement, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de nouvelles questions. Pas facile, ouais, c'est pas facile, effectivement. C'est la partie un petit peu technique. Si la feuille n'est pas parfaitement droite, c'est grave. Alors, c'est pas très grave. Si elle n'est pas parfaitement droite, l'idéal, c'est qu'elle prenne le plus d'espace possible. Arnaud, est-ce que tu peux montrer ce que tu fais? Demande Delcera. Demande Séraphine, j'imagine. Alors, il est en train de finir de coller. Il va vous montrer l'intérieur de à quoi ça doit ressembler. Alors, du coup... Ah bah, moi, j'ai ma pâte à fixe n'est pas de très bonne qualité. Elle est un peu vieille. Passer la feuille, je vais te montrer. Hop, voilà. Du coup, donc voilà, moi elle n'est pas super droite, mais c'est pas très grave. Donc j'ai collé, hop, à peu près mon papier calque au carton ici, d'un côté, et pareil de l'autre. Et après, si vous n'avez pas de pâte à fixe, vous avez un écran de pile de la même largeur que la boîte, vous pouvez ici mettre un petit bout de scotch à l'intérieur, ici. Et un petit bout de scotch ici. Voilà, l'idée c'est que c'est...
Marco Polo, vous êtes curieux, eh ben, ça va être le moment, hein. Là, on a bientôt fini. Et du coup, maintenant, vous pouvez fermer votre boîte et il nous manque l'élément, le fameux sténopé qu'on a construit au début. Hop. Donc moi, j'en avais fait 2. Et du coup, vous allez découper votre sténopé, vous allez le coller sur le trou par lequel rentre la lumière. Donc moi, hop, c'est bien celui-là. Hop, vous allez votre sténopé le mettre ici. Et l'idée, c'est que le triangle de votre sténopé soit au même endroit que le trou. Lequel est plus près du trou où la lumière rentre. C'est ça, très bien. Lequel qui va être proche du trou où la lumière rentre. Où il y aura aussi votre sténopé. Voilà, vous allez coller votre sténopé, le petit trou que vous avez fait tout à l'heure, le trou triangle. Vous allez le coller au-dessus du trou qui est le plus proche du papier calque. Hop. Donc là, pareil, scotch ou pâte à fixe. Donc j'ai découpé mon triangle et j'ai juste venir le poser en face du trou. Comme ça. Donc là, on voit c'est noir dans le triangle, c'est parce qu'il est pile en face du trou. Donc je vous laisse. Voilà, je vais repartir sur le scotch. Et en fait, donc là, je vais vous raconter, n'hésitez pas à poser des questions sur la construction, hein, mais moi, je vais vous raconter un petit peu cet objet. Pourquoi il est important même de manière historique. Ce qu'on est en train de fabriquer, c'est un petit peu l'ancêtre des appareils photo. Les premiers appareils photo, les premières machines qui permettaient de faire des photos, fonctionnaient exactement sur ce système. Donc, elles utilisaient aussi une chambre noire et un écran. Sauf qu'à la place du papier calque que vous avez mis ou du papier sulfurisé que vous avez mis, ce papier-là était un papier qui était photosensible. Ça veut dire qu'il changeait de couleur quand la lumière touchait ce papier. En fait, il était blanc et si la lumière touchait ce papier, il devenait noir. Et plus il y avait de la lumière qui touchait ce papier, plus il devenait noir. Et ça, c'est l'origine des appareils photo. Par le petit trou que vous avez fait, le petit trou triangle, le petit sténopé, vous avez la lumière qui rentre et qui va taper sur l'écran. Donc ça, c'est ce que nous, on va voir. L'image, elle va être inversée, comme tout à l'heure. Et sauf qu'à l'origine, vu que le papier, c'était du papier photosensible qui réagissait à la lumière et qui devenait noir là où la lumière tapait, ça permettait de faire des photos en noir et blanc. Et donc ça, c'est l'origine des appareils photo. Le premier appareil photo, il fonctionnait exactement sur ce système. C'est ce que vous avez fabriqué. Et donc là, la dernière chose qu'il vous reste à faire, c'est quoi, Arnaud? Alors du coup, là, il vous reste plus qu'à regarder. Donc si vous avez fait ce qu'on vous a montré jusqu'ici, donc vous avez votre écran. Hop, caméra fatigue un peu, tant pis, je serai jaune. Vous avez votre écran ici, que je viens de casser, et le sténopé de l'autre côté. Hop. Et vous regardez du coup, donc si ça c'est le trou par lequel rentre la lumière, vous regardez de l'autre côté et essayez de viser par la fenêtre. Alors normalement il y a pas mal de soleil aujourd'hui, enfin il fait plutôt beau, si vous êtes à Paris en tout cas. Et du coup n'hésitez pas à regarder par la fenêtre et à nous dire qu'est-ce que vous voyez. Alors, pour explorateur, la taille du sténopé, idéalement, il faudrait qu'elle soit la plus petite possible. Donc là, nous, on a utilisé le trou que vous avez fait tout à l'heure, le trou triangle, parce qu'on se trouvait ça sympa de réutiliser ce que vous aviez fait. Mais le trou par lequel vous observez, il faut que vous puissiez être à l'aise pour observer avec un œil. Voilà, donc c'est à vous de voir. Et du coup, nous, ce qu'on va faire, c'est que je l'ai fait... donc là, comme je vais être dans le noir pour les expériences précédentes, je ne peux pas regarder directement par la fenêtre. Donc je vous ai fait un petit film, pardon, plus tôt dans la journée. Et du coup, pour ce petit film, j'ai même tout combiné. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé à travers mon sténopé, donc à travers ce trou-là, j'ai filmé à travers ce trou-là, j'ai regardé par ma fenêtre et j'ai mis le verre d'eau juste derrière le sténopé pour faire lentille. Parce que comme mon sténopé est assez grand, on s'attend à avoir une image floue, comme sur le mur. Du coup, je rajoute mon verre d'eau
hop, qui fait lentille, et du coup, hop, on obtient... Alors, s'il pleut, explorateur, vous pouvez quand même observer dehors, s'il fait assez lumineux. Et sinon, regardez vers une source de lumière. Attention, juste pour le soleil, si vous regardez, ne regardez pas le soleil directement, d'accord? L'idée, c'est que pour regarder le soleil, il faut toujours se protéger. Mais s'il fait beau, le soleil diffuse partout. Donc, normalement, vous allez pouvoir quand même voir une image. Tu nous montres la vidéo? Ouais. Alors, je vais vous montrer la vidéo. Du coup, ce que j'ai fait, c'est... Au début de la vidéo, l'image est floue. J'ai pas mis le verre d'eau derrière ma chambre noire. Et après, je le rajoute. Et du coup, donc ça, c'est sans le verre d'eau, ce que vous voyez. Et là, je le rajoute. Et alors, l'image n'est pas fantastique, mais on voit distinguer des fenêtres. Alors, on voit surtout sur la gauche, et on voit aussi autre chose d'intéressant. Donc, on voit là, il y a des nuages, mais il y a quand même un peu de ciel bleu. Et du coup, on voit que mon verre d'eau fait un petit peu se rapprocher les rayons de lumière et fait une image un peu plus nette. Et du coup, si vous faites la même chose, mais au lieu de mettre un verre d'eau, vous avez une lentille solide, donc type une loupe. Moi j'ai une loupe ici, une petite loupe de jeu pour les enfants, là, mon premier chimiste. Et j'ai sinon normalement un verre de lunettes. Si vous faites la même chose, vous obtenez ce résultat-là. Donc là, c'était dans un autre endroit de mon salon. Donc je filme dehors, on voit le ciel. Et là, boum, c'est avec la loupe derrière la chambre noire. Donc là, j'ai juste collé la loupe à la sortie du sténopé. Et du coup, voilà ce qu'on obtient. Et ça rend beaucoup plus net. Si vous regardez avec votre chambre noire un petit peu partout, si vous vous baladez, vous allez dehors, etc., ou si vous êtes sur votre balcon, par exemple, vous regardez dehors, normalement, vous allez voir l'image inversée, c'est comme tout à l'heure. Alors, ce qui marche le mieux, si vous voulez le refaire, c'est au lieu de faire un petit trou triangle, vous faites un tout petit trou, le trou le plus petit possible, et normalement, l'image, elle devrait être très nette. Et oui, normalement, l'image est à l'envers. Exactement. Ouais. Alors, c'est vrai que plus vous ferez un trou petit, plus l'image sera nette. Il y a un autre problème, une contrainte de faire un trou petit, c'est qu'il y aura moins de lumière qui va pouvoir rentrer. Parce que du coup, votre trou est petit. Si vraiment il est trop petit, et vous verrez pas grand chose parce qu'en fait, il y aura quasiment pas de lumière qui va rentrer dans votre chambre noire. Donc, il faut essayer de trouver un compromis. C'est de faire un trou suffisamment petit pour que ce soit net, mais pas trop pour qu'il y ait quand même encore un peu de lumière qui rentre et que vous voyez encore quelque chose. L'image est à l'envers, justement, on va en parler. Hop, je reprends mon bureau. Pour info, Arnaud, il est 17h28. Ouais, je vais le faire rapidement. Après, on a commencé un petit peu en retard. On va vous expliquer pourquoi l'image est à l'envers, en fait, quand ça passe à travers un trou. Hop. Est-ce qu'il y en a qui ont des hypothèses? Est-ce qu'il y en a qui pourraient nous expliquer? Alors, ISEM 9, si tu ne vois rien, c'est peut-être parce que c'est pas assez lumineux s'il fait beau. Je ne sais pas si. Après, c'est de faire un trou un peu plus grand dans ton sténopé. Ce sera un peu flou. Le trou du sténopé, de la petite feuille, hop, ici, de la feuille avec le triangle. Essaye de faire un triangle un peu plus grand. Alors, donc, c'est pareil avec nos yeux, on voit à l'envers. Oui, exactement. Parce que nos yeux, ils fonctionnent exactement comme des lentilles. Ils inversent aussi le sens de la lumière. Mais après, notre cerveau remet tout dans le bon sens. Donc là, j'ai pris une feuille, un crayon, parce que c'est quelque chose qui est très visuel et du coup plus facile à expliquer avec un dessin. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais dessiner... Hop. Alors pour le coup, là, ce qu'on voit, c'est qu'on voit vraiment l'image à l'envers. Et c'est pas notre cerveau qui fait ça. Pour la loupe, il faut juste la mettre à la sortie du sténopé. Juste à la sortie du trou par lequel rentre la lumière, vous mettez la loupe à cet endroit-là. Du coup, je vais dessiner, hop. Avec la pluie, vous resserrez un jour où il y a beaucoup de lumière. Donc là, j'essaie une flamme, hop. Donc c'est une flamme. Voilà. Bon, on a compris, t'inquiète. C'est encore pire. On te croit sur parole. C'est encore pire. C'est une flamme. Et là, je vais faire mon sténopé. Alors donc je vais le faire comme si je prenais une tranche de mon sténopé. Donc on va dire c'est juste un petit trou. Hop, comme ça. Et du coup, donc on a dit que l'image qu'on voyait, c'est la lumière que nous renvoyait l'objet. Donc là, c'est une flamme. Donc c'est la flamme qui envoie de la lumière. C'est une source de lumière. Et du coup, derrière mon petit trou, je mets l'écran. Donc là, c'est votre papier calque ou votre mur.
Et en fait, ce qui se passe, c'est si on regarde très simplement par de la pure géométrie, la lumière qui est envoyée là, hop, bah, pour parvenir à mon écran, elle doit passer par le petit trou. Du coup, elle va faire son chemin. Puis la lumière, ça va en ligne droite. Donc, elle se retrouve ici. Donc, le haut de ma flamme se retrouve ici. La lumière qui est en bas de ma flamme, bah, pour passer à travers mon trou, elle doit suivre ce chemin ici. Et du coup, elle va se retrouver ici. Donc, le bas de ma flamme sera par là. Et le haut sera par là. Et du coup, c'est pour ça qu'on voit les images inversées. Parce que les rayons de lumière, en fait, ils se croisent quand ils passent à l'intérieur du trou. Et du coup, ça inverse l'image. Et notre cerveau, qui la remet à l'endroit, bah, il la voit à l'envers, du coup. Alors, juste maintenant, le pourquoi c'est flou. Hop, je vais refaire la même chose. Donc, je vais refaire une flamme, hop, ici. Et je vais faire un trou assez grand. Oh, peut-être un peu moins grand que ça. Voilà, un trou assez grand. Et là, c'est hop là-dessus que je vois mon image. Et en fait, ce qui se passe, c'est que bah, on a dit que pour que, par exemple, la lumière qui vient du haut de ma flamme arrive sur l'écran, elle doit passer par le trou. Mais là, on voit qu'elle peut passer par le trou à différents endroits. Elle peut passer par le trou à cet endroit-là, elle peut passer par là. Et pareil, pour la lumière qui vient du bas de ma flamme, elle peut passer par là, elle peut passer par là. Et en fait, on voyait qu'un point précis de ma flamme à l'origine se transforme en toute une plage de points. Que ce soit en haut ou en bas de ma flamme. Et du coup, bah, ça rend notre image floue, surtout les extrémités, parce que bah, on voit qu'elles vont prendre des chemins très différents pour aller à travers le trou. Et donc, plus vous resserrez ce trou-là, bah, moins vous laissez de chance au rayon lumineux de prendre différents chemins, et plus votre image sera nette. Mais par contre, vous laisserez moins de lumière rentrer et se projeter sur votre écran. La rétine, la lumière qui passe à l'intérieur de notre rétine, elle fait exactement pareil, effectivement. La pupille, c'est très petit et du coup, ça laisse passer très peu de lumière pour essayer que ce soit le plus net possible. Et effectivement, ça joue comme un petit sténopé, comme un sténopé. Ça inverse la forme et notre cerveau la remet à l'endroit. Voilà. Par contre, si on voit une forme qui est déjà à l'envers sur le mur, et ben dans ce cas-là, ça s'annule pas. Et le trou au milieu, alors je comprends pas exactement la question, super à BEM. Quoi on fait pas Ouais. Moi j'ai dessiné que les rayons qui étaient sur les bords du trou pour voir les cas extrêmes entre guillemets. Et au milieu, ça va. Il y en a qui passent. Voilà. Okay. Je ne pouvais pas faire tous les rayons parce qu'on en a une infinité. Alors on va peut-être passer à la suite, je pense que tu voulais me dire. Ouais, on va passer à la suite. En fait, on voulait vous présenter ce système pour voir des sources lumineuses. Donc effectivement, comme l'a dit Paul tout à l'heure dans les commentaires, si vous regardez une source lumineuse, même si c'est une lumière, avec votre caméra obscura, ça marche. Et en fait, ce système, ça nous permet un petit peu de comprendre la loupe, le fait d'avoir un petit trou par lequel la lumière rentre, ce qui nous permet d'observer des sources de lumière qui sont beaucoup plus loin de nous. Donc les sources de lumière qui sont beaucoup plus loin de nous, bah, c'est le soleil par exemple, ce sont les étoiles. Et donc on a dû imaginer tout un tas de systèmes qui nous permettent de voir, de grossir, parce que là on n'a pas non plus parlé trop de grossir avec une loupe grossissante, mais plus focalisante, des objets célestes par exemple qui sont très loin de nous, qui nous renvoient de la lumière, pour les observer, pour faire des images du ciel par exemple. Et donc on voulait vous présenter une passionnée d'astronomie. Alors juste Lise, est-ce que tu peux mettre ton micro et mettre ta caméra en route? Voilà. Super. Voilà. Et super. Voilà, donc hop, Lise qui nous rejoint, donc, qui est la créatrice d'un site, d'un portail internet qui s'appelle datastro.eu et du coup qui va nous expliquer un peu qui elle est, pourquoi elle vient ici et de quoi elle va nous parler. Vas-y, je te Alors, bonjour à tous. Tout le monde m'entend bien, c'est bon? Normalement, je pense que oui. Moi, je t'entends bien. Ça devrait très bien. Donc, moi, je m'appelle Lise et alors j'aimerais vous présenter mon site de données sur l'astronomie qui s'appelle datastro.eu. Donc, voilà, je vois qu'il y a le lien qui a été mis à l'instant. Et sinon, vous tapez juste Datastro sur votre moteur de recherche préféré. Et qui est donc un portail de données ouvertes sur l'astronomie. Alors avant, j'aimerais vous expliquer un petit peu comment j'en suis venue à créer ce portail, parce qu'à la base, moi, je ne suis pas du tout scientifique.
J'ai pas fait d'études supérieures en sciences. Et voilà, je suis juste, on va dire, entre guillemets, juste passionnée d'astronomie depuis l'enfance. Et j'avais fait une classe de terminale à thème astronomie. On était allé observer pendant une semaine dans un observatoire professionnel. Et après, j'avais été animatrice scientifique dans un centre d'astronomie où je faisais des sortes de petits ateliers sur l'astronomie avec des enfants et des adultes. Et voilà, donc du coup, j'adore l'astronomie. Et il y a un peu plus de 3 ans à peu près, j'ai été embauchée dans une entreprise, une start-up qui s'appelle Open Data Soft. Et cette start-up, elle crée un logiciel, une plateforme qui permet de gérer les données, des données, ce qu'on appelle les données ouvertes. Et du coup, est-ce que tu peux nous dire un peu ce que c'est une donnée? Qu'est-ce que tu entends par une donnée, c'est compliqué. En fait, une donnée, c'est une information. Donc, un tableau Excel, c'est un tableau qui contient des données, par exemple. Donc, le meilleur exemple de données que vous pouvez avoir dans votre quotidien, c'est juste un tableau. Mais, et du coup, il y aura quoi comme tableau, Pardon ? Tu mettras quoi? Parce que tu peux avoir des données sur, par exemple, la température qu'il fait, sur, je sais pas, le nombre de gens qui prennent le métro. Et toi, c'est quoi le type de données? Il y a absolument des données partout. Il y a des données, ça peut être des images, des données qui indiquent une position, des données, c'est infini comme quantité de données. Oui, donc moi je connaissais pas particulièrement les données et donc cette entreprise, ils ont des données, un réseau de données ouvertes sur plein de thématiques. Et comme des données ouvertes, c'est des données qui sont accessibles. Alors des données ouvertes, c'est par exemple des données qui sont accessibles à tout le monde sur Internet, en simplifiant. Et donc j'ai cherché au début s'il y avait des données sur la science ou sur l'astronomie parce que j'aime bien ça. Et j'étais assez déçue de voir qu'il y avait très peu de données ouvertes, consultables facilement sur Internet, sur l'astronomie. Et comme cette plateforme, cet outil, il est relativement facile d'utilisation, j'ai petit à petit ajouté moi-même les données. Je me suis dit, autant le faire moi-même. Et j'ai commencé à prendre à faire des copier-coller parce que je ne savais pas trop comment en faire. Moi, je ne suis pas très technique. Et au fur et à mesure, j'ai rassemblé plein de données sur différentes thématiques de l'astronomie, sur des cartes, des photos, des graphiques, des tableaux, etc. Et maintenant, il y a à peu près 40, alors on appelle ça des jeux de données, mais 40 données diverses sur l'astronomie. Et ce site, il est visité par presque 1000 personnes chaque mois, tous les mois. Alors ça peut être des animateurs en astronomie, des passionnés d'astronomie, etc. Et du coup, quand tu dis qu'il y a 40 données, c'est qu'il y a 40 types de données. C'est comme si vous une donnée sur la température. 40 jeux de données, c'est ça. Il y a par exemple des données sur des planètes. Mais il y a des données, il y en a beaucoup plus après. Oui, alors il y a, à l'intérieur, si vous avez par exemple des données sur le système solaire, vous allez avoir un jeu de données sur le système solaire et à l'intérieur, vous aurez une ligne par planète, donc 8 planètes par exemple. Enfin, c'est un peu compliqué à expliquer comme ça quand c'est pas très concret, mais alors je vous propose peut-être de vous montrer à quoi ça ressemble. Alors juste avant, il y a Suprabem qui nous demande est-ce que tu voulais devenir astronaute? Alors astronaute, c'est ceux qui vont dans l'espace et donc moi je suis pas très casse-cou et j'ai très vite le vertige et le tournis, donc non, mais par contre j'ai vraiment réfléchi parce que je voulais vraiment devenir astronome, c'est-à-dire les gens qui observent le ciel tous les soirs, et parce que justement en ayant observé dans cet immense observatoire, on avait même découvert un astéroïde et ça m'avait beaucoup plu. Donc j'ai vraiment réfléchi à devenir astronome. Et puis finalement, je n'étais pas super bonne en maths et en physique. Donc, je me suis dit, je le ferai plus tard et je ferai autre chose. Et au final, je suis quand même retombée sur. Et là, tu l'as fait d'une autre manière, quelque part. Exactement. Alors, du coup, tu peux partager. Tous les étés à observer l'astronomie. Il suffit d'avoir un télescope et on peut facilement regarder des choses. Alors, je vais vous partager mon écran. Ouais. Alors, juste en attendant, pour répondre à Marco Polo, le site, il est pour tout le monde, en fait. Du coup, Lise va nous présenter un peu comment ça fonctionne, pour que vous aussi, vous puissiez l'utiliser. Mais le site, il est vraiment fait pour tout le monde, et le but, c'est qu'il soit accessible, assez simple. Et que vous aussi, si ça vous plaît, vous puissiez aller voir sur le site et observer des choses, regarder des jeux de données qui vous intéressent. Oui, c'est ça l'idée. Alors, il y a des données qui peuvent être pour les chercheurs, mais c'est principalement, parce que moi, je ne suis pas chercheuse, c'est principalement des données pour le grand public. Ça peut être si vous avez un télescope pour préparer votre soirée d'observation, mais c'est plus comme une sorte de site avec différentes données sur l'astronomie.
Donc, est-ce que tout le monde voit mon écran? Ouais, alors normalement oui. Donc là c'est le site qu'on vous a partagé, donc Confitation s'est partagé en datastro.eu. Donc je vous laisserai évidemment le parcourir après. Peut-être là je vais vous montrer en fait. Donc ça c'est la page d'accueil donc du site Datastro. Et alors il y a plusieurs moyens d'explorer les données. Vous pouvez par exemple cliquer sur la page données et là vous aurez un accès direct à toutes les fameuses données dont je parlais. Il y en a presque 40. Voilà, j'ai mis une jolie image en arrière-plan. Mais bon, ça, c'est une manière un petit peu peut-être plus compliquée d'accéder aux données parce qu'il faut cliquer à chaque fois, il faut cliquer un petit peu partout. Mais quelque part, c'est un peu la base de ton site, ça. C'est vraiment... ça. À la base, c'est juste un catalogue de données sur l'astronomie. Donc ça, c'est plus pour ceux qui savent utiliser les données. C'est ça. Exactement. Vous pouvez cliquer là-dessus, vous aurez un tableau, un graphique, etc. Et alors, avant de vous montrer les autres pages, je vais vous montrer un exemple de données. Alors, c'est je sais pas, vous voyez mon... Oui. Donc ça, c'est un catalogue d'étoiles, donc qui est assez, qui est pas très intéressant, on va dire. Enfin, c'est juste un catalogue qui indique des positions d'étoiles et des informations sur des étoiles. Donc il y a quand même 120 000 lignes sur des étoiles, donc c'est quand même beaucoup d'étoiles. Et ce qui est intéressant, c'est que bon, alors là, on peut voir un graphique, bon, très bien. Et ce qui est plutôt cool, c'est qu'il y a un développeur, donc quelqu'un informaticien, on va dire, qui a réutilisé les données de ce tableau, qui sont des positions d'étoiles dans l'espace, pour construire une sorte de, voilà, ce que vous voyez sur cet écran. Du coup, là, peut-être Paul, ou je ne sais pas qui est dans le chat, peut partager le site. Donc, c'est le site d'observation d'étoiles qu'on vous a mis. Donc, on va vous le mettre dans le chat bientôt aussi. Oui, les liens seront. Vous pourrez accéder à cette application après. Donc l'écran que vous voyez, en fait, c'est une application qui a été créée par un développeur à partir des données que je viens de vous montrer, et ça simule un petit peu le voyage d'un explorateur, comme si vous étiez dans un vaisseau spatial et que vous vous promeniez dans l'espace. Donc tout ça, c'est à partir des données que je vous ai montrées. Donc par exemple, si on clique sur une étoile, on peut voir toute sa position, sa luminosité, etc. Vous pouvez cliquer sur objet suivant, par exemple. Là, on se recule et on a l'impression de voir les étoiles de très très loin. Est-ce que c'est des étoiles qu'on peut voir nous depuis la Terre et depuis où on est? Alors, je ne connais pas trop ce catalogue. Probablement que oui, mais je ne sais pas trop exactement où sont situées ces étoiles. Et là, c'était plus pour vous montrer le lien entre le tableau, qui sont des lignes toutes simples, et une fois qu'on réutilise ces lignes-là, le genre de choses que l'on peut obtenir. Mais après, je connais pas, je peux pas faire le lien entre ces étoiles de ce catalogue et. Mais oui, je pense que si on a pu obtenir ce catalogue, c'est parce qu'on les voit depuis la Terre. Effectivement, voilà, c'est vrai qu'on voit que c'est plus joli que des valeurs et des valeurs et des valeurs, et ça rend quelque chose vraiment plus concret et plus. Voilà, donc ça c'est un exemple assez sympa d'utilisation de données ouvertes. Parce que comme ces données étaient accessibles à tout le monde, ce développeur a pu créer cette plateforme assez facilement. Alors du coup, oui. Non, du coup, je voulais vous montrer une manière un petit peu plus pratique de naviguer dans le site, parce que moi, je voulais que tout le monde puisse comprendre les données qui sont dans le site, et que je voulais que tout le monde puisse les voir sans avoir à cliquer de partout, qu'un enfant soit capable de naviguer sur ce site. Alors, j'ai créé des pages de contenu qui sont là-haut. Je ne sais pas si vous voyez. Alors, il y a Terre et Lune, système solaire, ciel nocturne, catalogue, même chimie. Et donc, tout ça ressemble à ça, par exemple. Sur le côté, vous avez les données que j'ai présentées dans cette page-là. Et donc, par exemple, dans la page sur le système solaire, j'explique un petit peu de quelles données je parle et je mets des graphiques. Donc, vous pouvez juste regarder ces pages-là et défiler avec votre souris. Et c'est un petit peu comme une sorte de livre sur l'astronomie avec des choses qui sont dynamiques. Et alors, une donnée que j'aimerais vous montrer, qui est en lien avec toutes les expériences sur la lumière qu'on vient de faire, c'est le compte des taches solaires. Alors, je ne sais pas si vous savez, sur notre Soleil, qu'on voit ici, par exemple, sur cette photo, on peut observer des taches, des petites taches noires comme ça.
Alors, je fais une petite précision. Pour observer le soleil, évidemment, il ne faut surtout pas l'observer à l'œil nu. Enfin, c'est-à-dire, il ne faut surtout pas regarder directement le soleil ou encore moins pointer un télescope directement sur le soleil. Sans protection, ça pourrait vous rendre aveugle. C'est vraiment à ne pas faire. Mais si vous utilisez un filtre, un outil approprié pour filtrer la lumière du soleil, vous pouvez observer à la surface du soleil qu'il y a des petites taches noires comme ça. Alors pour les plus anciens, peut-être de ceux qui nous regardent, il y a eu une grande éclipse solaire, je sais plus, c'était au début des années 2000, non 2006, oui, peut-être. Ouais, et enfin, je sais que c'est un souvenir dont je me souviens, et on avait distribué plein de lunettes spéciales pour regarder voilà. le soleil. Et oui, alors en 99, pardon, 99, oui, c'est une éclipse totale, c'était la dernière éclipse totale visible depuis la France. Effectivement, c'était en Normandie, je crois qu'on pouvait voir la partie totale. Donc effectivement, avec ce genre de filtre-là, on peut observer le soleil. Et donc, on peut voir ce genre de taches. Alors, je dis, elles ont l'air toutes petites, mais je ne sais pas si vous voyez sur l'image à côté, si on pouvait placer la Terre à côté, en réalité, elles sont aussi grosses que la Terre. Hein. Et donc, en fait, ces taches, c'est un signe de l'activité du Soleil, de l'activité magnétique du Soleil. Et au plus le Soleil est actif, au plus on va compter de taches à sa surface. Et donc, c'est comme ça, on a compris ça récemment. Mais en fait, ces taches, ça fait depuis très longtemps qu'on sait qu'elles existent et qu'on a pu les observer. Donc déjà, Galilée, qui le premier a eu l'idée de pointer un télescope sur le ciel, il les avait observés. Et donc, depuis le XVIIIe siècle, il y a des astronomes qui se sont amusés, si on peut dire, à compter le nombre de taches qu'ils voyaient sur le Soleil. Et quand on prend toutes ces données qui existent depuis très longtemps et qu'on les place sur une courbe, ça donne, par exemple, ce que vous voyez là, cette courbe jaune, où on montre le nombre de taches du Soleil. Donc, par exemple, en 1754, il y avait une moyenne de 2 taches, il n'y en avait pas beaucoup, et en 1761, il y en avait 156. Et donc, quand on représente ces données comme ça sur le temps, on voit assez clairement que ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, et que ça suit un cycle qui fait en fait 11 ans. Entre deux pics d'activité solaire, il se passe 11 ans. Donc ça, on sait que depuis le Soleil, tous les 11 ans, il est très actif et après, il devient moins actif. Et donc, on peut constater que là, par exemple, vers 1800, il y avait moins de taches à la surface du Soleil et donc ça a correspondu à un minimum d'activité et donc il faisait un petit peu plus froid sur la Terre. Donc, vous pouvez même, si vous voulez, zoomer comme ça sur les données pour observer le nombre de tâches. Et si on peut même aller, en mars 2020, on le voit très bien là qu'en ce moment, on est plutôt dans un minimum d'activité. Et du coup, pour revenir sur le fait d'observer le soleil, si on revient à la vidéo qu'on vous a montrée avec l'éclipse de soleil qui se diffuse grâce aux feuilles des arbres, et il y a aussi une technique de regarder en fait le soleil à travers une passoire et du coup ça reprend un peu ce qu'on a fait avec le CNOP. Si on regarde la projection du soleil sur une surface à travers un petit trou, comme ce qu'on a fait aujourd'hui, ça on peut le faire. On peut regarder la projection du soleil sur une surface. Et pour répondre à ce que c'est une éclipse, une éclipse c'est quand la lumière du soleil elle est cachée à la Terre parce qu'il y a la Lune qui passe devant et du coup ça fait une ombre donc là j'ai mon soleil c'est ma lumière et ensuite hop la lune qui tourne autour de la Terre c'est mes ciseaux et du coup si je mets mes ciseaux devant la source de lumière ça fait une ombre devant la Terre et c'est ça une éclipse. Et juste effectivement pour la projection, dans le centre d'astronomie où j'avais travaillé, ils avaient un télescope spécial pour observer la surface du Soleil et ils projetaient l'image de la surface du Soleil sur un très grand écran. Et du coup, on pouvait observer en direct ces taches solaires sur un écran. Donc c'est un des moyens d'observer, ou sinon c'est avec un filtre qui filtre 99% de la lumière du Soleil et qui en laisse un tout petit pourcent pour qu'on puisse observer. Alors, on a Sarah qui nous demande combien de temps entre deux éclipses. Et je crois que c'est une donnée qu'on peut trouver sur ton site, non ? Oui, effectivement. Alors, attendez. Combien ? Alors, en fait, les éclipses. Alors, attendez, juste que je retrouve. J'ai effectivement des données sur les éclipses, mais bon, les éclipses, ça se calcule de manière. C'est un petit peu compliqué les calculs sur les éclipses. Il y en a à peu près tous les ans sur la Terre. C'est juste qu'elles sont pas forcément, comment on appelle ça
elles sont pas forcément totales, les éclipses. Attends, et puis ça dépend aussi où tu te trouves sur la Terre. Exactement. Donc, il y en a à peu près tous les ans, mais selon l'endroit où on est sur la Terre, l'éclipse va être totale, c'est-à-dire que la Lune va complètement cacher le Soleil, ou alors elle peut être seulement partielle, c'est-à-dire on va en voir qu'un petit bout. Donc, il y en a à peu près... dit qu'à peu près toutes les 18 ans, on a une éclipse totale. Voilà, c'est ça, c'est un bon... la dernière, donc c'était en 99, mais ça dépend. Et alors là, pour arriver là où tu es, en fait, tu as cliqué sur l'onglet Données en haut à gauche. Exactement. Et après, tu as un petit onglet de recherche. Donc, comme toi, tu connais bien le site, tu savais. Pardon, oui, c'est vrai. Non, mais c'est pas grave. Tu as un petit onglet de recherche à gauche avec la petite loupe. Un petit champ où vous pouvez écrire. Donc là, si vous tapez aussi 5 Millennium, ou juste éclipse. Ou éclipse au pluriel. Et, hop. Parce que là, je cherchais une donnée précise, mais après. Effectivement, si vous voulez retrouver une donnée, vous pouvez utiliser la recherche. Ça, c'était juste pour vous montrer depuis moins 1999. Donc, je ne sais pas ce qui se passait à cette époque-là. C'était, alors, je sais pas, l'Antiquité, jusqu'à plus 3000, c'est-à-dire dans 1000 ans. Quand on voit toutes les éclipses qu'il y a, alors à chaque fois, ça montre que le nombre d'éclipses reste à peu près constant. Mais bon, c'est peut-être un petit peu plus complexe comme données. Je voulais vous montrer une autre donnée, alors qui n'a rien à voir avec le Soleil, c'est un petit peu, mais qui est quand même, je trouve, assez intéressante. Alors, en attendant, il y a Suprabum qui demande, du coup, pour expliquer l'histoire des éclipses, si, par exemple, nous, on voit une éclipse en France métropolitaine, et ben a priori, en Afrique, ils ne la verront pas. C'est vrai que c'est des zones assez localisées sur la Terre. Il faut être un endroit assez précis pour vraiment bien les voir. C'est ça. Récemment, il y en a eu une et elle était visible seulement depuis une petite partie des États-Unis. Et en France, on l'a vue ou on ne l'a pas vue parce qu'il y a eu des nuages, mais on l'a vue seulement un tout petit bout. Et alors, donc, si vous cliquez, donc là, je vous ai montré la page Système solaire que vous pourrez regarder. Et là, maintenant, je suis sur la page Terre et Lune parce qu'il y a des données que je trouve assez sympas et que j'aimerais vous montrer, qui sont les photographies du programme spatial Apollo. Alors, je ne sais pas si vous savez, peut-être pour les plus jeunes, mais les programmes spatial Apollo, c'est celui des Américains qui a permis de mettre les hommes sur la Lune en 1969. Et récemment, on a fêté l'anniversaire des premiers pas sur la Lune. Peut-être que vous en avez entendu parler. Et donc, dans Terre et Lune, il y a toutes les photographies du programme spatial. Alors, il suffit de cliquer sur ici, là, pour ouvrir en grand les données. Voilà. Et donc là, il y a toutes les images qui vont s'ouvrir. Donc là, il faut cliquer sur l'onglet Images. Et vous avez plus de 14 000 photographies qui ont été prises par les astronautes du programme spatial Apollo qui sont disponibles ici. Et ce qui est super, c'est qu'il n'y a pas que les jolies photos, celles qu'on voit dans les livres, il y a toutes les photos qu'ils ont prises, y compris les photos qui sont loupées, les photos qui sont toutes les mêmes, etc. Et donc, vous pouvez vous promener assez facilement dans toutes ces photos. On voit les astronautes, on voit le... Et là, ce qui est assez fou, c'est que du coup, c'est des photos auxquelles on n'a pas accès. Quand vous allez voir peut-être un article dessus, vous aurez 2-3 belles photos, comme tu dis, Lise, mais là, c'est vraiment toutes les photos qui ont été prises et auxquelles on n'a pas facilement accès. Et là, en 3 clics, on a des centaines, on peut s'amuser à explorer soi-même. Exactement. Alors, elles étaient déjà accessibles avant sur Flickr, mais en fait, le fait de les avoir importées sur ce site, un des avantages, c'est que ça s'affiche beaucoup plus rapidement. Parce que même si vous avez une connexion qui n'est pas terrible, vous pouvez quand même défiler très facilement les photos, alors que si vous les regardez ailleurs, sur Flickr, par exemple, ça va être beaucoup plus long et il faut charger des pages, etc. Et alors, par exemple, sur le côté, vous avez des filtres selon alors les missions Apollo ou alors les dates, les années, pardon. Et alors, si on clique sur Apollo 11, qui est donc la mission où en 1969, les astronautes ont pu poser pour la première fois le pied sur la Lune, vous voyez les photos prises par les astronautes de Apollo 11. Et alors là, on voit des photos qui sont bien plus connues. Donc, on voit, voilà, par exemple, le premier pas sur la Lune, on peut le voir ici. On peut voir les astronautes qui marchent et qui font des expériences. On voit le LEM, qui est le module lunaire ici. Et voilà, cette photo est très connue. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vue, mais c'est le pas de Neil Armstrong à la surface de la Lune. Et ça, c'était quand il était en train de descendre. Enfin voilà, donc vous pouvez comme ça vous balader et vous promener dans toutes les photographies
du programme spatial et c'est plutôt, je trouve ça plutôt joli. Et alors, je ne sais pas si j'ai le temps pour vous montrer une dernière. On se prend 3 minutes, allez. Un dernier pour la route. Et après, allez, alors je vous montre rapidement. Je voulais vous montrer le catalogue de Messier. Bon, je vais pas rentrer dans les détails sur ce que c'est. En gros, c'est un tableau. C'est un astronome qui avait comptabilisé, répertorié tous les objets dans le ciel qui étaient intéressants à observer. Et donc, les astronomes amateurs les connaissent bien parce que c'est désigné par une lettre. Par exemple, la galaxie d'Andromède, ça va être M31. Bon. Et alors, ici, vous pouvez... vous avez la carte des constellations et à partir de cette carte, vous allez pouvoir savoir où observer quelque chose. Donc, par exemple, si je clique sur M13, qui est un amas d'étoiles, un groupe d'étoiles, je sais que je peux le trouver dans la constellation d'Hercule. Donc ça, c'est le dessin de la constellation d'Hercule qui est visible en été, par exemple, dans le ciel. Et si vous pointez votre télescope, par exemple, à cet endroit précis ici, vous allez pouvoir observer M13. Donc c'est un catalogue qui vous permet de préparer si vous avez un télescope, si vous avez cette chance-là, de voir des choses. Et voilà, M13, par exemple, là, j'ai affiché des photos du télescope spatial Hubble, qui sont donc des photos très jolies, hein, qui ne ressemblent pas trop à ce que vous verrez dans votre télescope. Mais ces photos du télescope spatial Hubble, ça montre à quoi ça peut ressembler quand c'est avec des couleurs, etc. Donc M13, surtout, c'est des photos. Donc là, comme on parlait de temps, enfin, on n'a pas parlé de temps de pause, mais on en a parlé un peu sans en parler. Mais en gros, l'idée, c'est qu'ils peuvent prendre des photos pendant un certain temps et du coup avoir le temps que suffisamment de lumière rentre ou qu'ils aient. Exactement. Si vous regardez sur un télescope, vous allez simplement voir des petites taches floues. Les galaxies, ça ressemble à des taches floues, ou alors les amas d'étoiles, ça ressemble à des petits groupements d'étoiles floues. Et en fait, l'appareil photo, il va pouvoir accumuler la lumière. Et si vous, là, par exemple, pour prendre cette photo, il a peut-être fallu, je dis n'importe quoi, 1 heure de temps de pause où l'appareil photo, il a accumulé la lumière. Et à la fin, avec un ordinateur, on peut rendre avec un ordinateur sur une pellicule ou quoi, on peut voir beaucoup plus net que si on regarde à l'œil nu. Et donc, si vous observez dans un télescope, vous ne verrez pas aussi beau que ça. Mais là, je vous montre ça parce que c'est quand même des jolies photos du télescope spatial Hubble. Et si vous voulez regarder ce catalogue de Messier, voilà, voir des jolies galaxies, à quoi ça ressemble, et ben vous cliquez sur cet onglet et voilà. Alors, on a quelques questions et après, on va devoir quand même s'arrêter parce qu'on a dépassé de déjà presque une demi-heure l'animation. Avant. Alors, une question de Marco Polo qui demande par quoi commencer pour apprendre. Donc, j'imagine qu'il commence à s'intéresser à l'astronomie, peut-être grâce à nous, je ne sais pas. Et il demande par quoi on commence, du coup, si on est passionné, pour apprendre. Est-ce qu'il y a des clubs d'astronomie, je pense Oui, alors les clubs d'astronomie, c'est plus souvent pour observer. Alors, s'il y a un club d'astronomie à côté, bien sûr, peut-être moi je conseillerais d'aller dans les planétariums ou alors je ne sais pas dans quelle ville il est, mais souvent dans les grandes villes, il y a des musées autour de la science, ou alors encore mieux, un planétarium où il y a un animateur en astronomie qui va pouvoir montrer le ciel et montrer les constellations. Et donc, je pense que le mieux, c'est d'essayer d'apprendre un petit peu les constellations, alors soit en regardant une carte du ciel, soit si vous avez la chance d'avoir quelqu'un qui peut vous montrer les constellations avec un laser, par exemple, la nuit, vous allez apprendre à repérer les constellations par rapport à la Grande Ourse, etc. Et après, déjà, vous connaîtrez les constellations et vous pourrez bien déjà avoir une connaissance du ciel. Et ensuite, idéalement, si vous pouvez avoir un télescope ou même des jumelles, ça suffit. Et vous savez un petit peu où regarder, vous pouvez voir vos premières galaxies, vous pouvez observer des amas, etc. Et après, si pour avoir des connaissances un petit peu, développer ses connaissances sur l'astronomie, je conseillerais de lire il y a plein de livres très bien faits sur des petits documentaires sur l'astronomie pour tous les âges, y compris pour les tout petits. Donc, dans une bonne librairie, je pense qu'il peut acheter un livre de base sur l'astronomie et petit à petit en apprendre de plus en plus. Mais si vous avez l'occasion, c'est vrai que pouvoir observer dans un télescope, c'est pas trop à Paris, mais c'est quelque chose d'assez sympa. Quand on voit Saturne ou Jupiter au télescope, c'est joli. Alors, j'ai juste te demander une toute petite chose technique. Ouais. Est-ce que tu peux départager ton écran, s'il te plaît? Alors, hop. Hop, voilà. Et du coup, on avait une autre question donc, de Serra 10 ans. Allez, la dernière. La dernière qui demandait que tu confirmes que c'est bien les soviétiques, les Russes qui ont envoyé un premier objet dans l'espace.
qui ont été les premiers à envoyer un objet dans l'espace. Les Russes ont été les premiers à faire plein de choses, en fait. C'est les Américains qui ont été les premiers à marcher sur la Lune, mais les Russes, ils ont été les premiers à envoyer un satellite qui s'appelait Sputnik. Le tout premier, c'était une grosse boule assez rigolote avec des pics. Ils ont été les premiers à envoyer des gens dans l'espace. Ils ont été les premiers, je crois, à faire une sortie dans l'espace. Ils ont été les premiers à envoyer une femme dans l'espace. Donc, ils ont été les premiers dans beaucoup de choses. Mais les Américains ont été les premiers à marcher sur la Lune. Et oui, pardon, ils ont été aussi les premiers à envoyer une sonde sur la face cachée de la Lune et à prendre des photos. Donc voilà, ils étaient quand même forts. Eh ben, merci beaucoup, Lise. Merci, je crois Lise. que là, il y a eu plein de passionnés qui sont restés jusqu'au bout pour écouter et découvrir ton site. Et je crois que ça a, en tout cas, suscité plein de questions et plein d'envie d'aller découvrir un peu plus sur le ciel, les étoiles. Donc, merci beaucoup. Et on va se quitter là. Pour toutes les autres questions, on va pas pouvoir y répondre, on n'a pas le temps. Mais n'hésitez pas à aller chercher sur Internet, à regarder, fouiller sur le site, par exemple, Datastro, le site de Lise. Vous allez pouvoir voir plein de chouettes choses et plein d'infos. Si vous avez envie, eh ben, explorez par vous-même. Allez-y. Internet est rempli d'informations. Et puis, vous avez des passionnés qui racontent plein de choses. Donc, n'hésitez pas. On va vous dire au revoir. Et puis, bonne soirée. Vas-y, je te laisse conclure, Arnaud. Ah non, j'ai rien à ajouter. Merci beaucoup d'avoir suivi jusqu'au bout. Là, par rapport à la construction de la chambre noire ou de la caméra obscura, on va aussi vous partager des ressources pour en faire une chez vous. Mais l'idée, c'est que si vous avez compris un peu ce qu'on a fait aujourd'hui, et ben en fait, normalement, vous avez toutes les clés, tous les outils pour l'améliorer vous-même. L'idée, c'est d'avoir une chambre à l'intérieur qui soit vraiment le plus sombre possible, qui ait très peu de lumière, d'avoir un sténopé pas trop grand, pas trop petit. Et normalement, vous avez un peu tous les outils pour bricoler vous-même, faire des essais, essayer de voir ce qui marche le mieux, ce qui marche. Et comme d'habitude, on vous a mis un tableau avec plein de ressources pour aller plus loin, pour construire des chambres noires, pour comprendre un peu plus sur la lumière. Donc, il est partagé là, je vois que Maxime l'a partagé là. Et comme d'habitude, il y a le programme de toutes les animations des autres structures qui ont encore lieu malgré le fait que le déconfinement ait commencé. Donc, c'est le programme de Science en live. N'hésitez pas à aller regarder si ça vous intéresse. Il y a plein de choses hyper intéressantes. Et sinon, on vous dit rendez-vous mercredi prochain à la même heure ici sur Twitch. N'hésitez pas à vous inscrire pour avoir la liste du matériel dont vous aurez besoin. Et sinon, vendredi prochain, je crois, parce vendredi prochain, c'est férié, je ne sais pas. Si vendredi prochain, c'est le pont de l'Ascension, alors il n'y aura pas d'animation. Et si c'est pas le pont de l'Ascension, alors il y aura une animation, mais suivez le programme et inscrivez-vous. Alors vendredi, il n'y a rien, et normalement, les rendez-vous, maintenant, ça va être tous les mercredis à 16h30. Il y aura a priori quelque chose sur Twitch, sauf consigne inverse. Voilà, et on vous dit au revoir et très bonne fin de soirée. À bientôt. Cosmic background, all the heat coming on. See you cool, recombining hot plasma. Cosmic background, now from an era before. Concrete matter, looking back through that light to the origin, the Big Bang. Looking for inflation in the cosmos. 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 All of space is alive with an amber, unblinking since matter was young. A swarm that screams all the earlier scenes from our view of how the world was begun. We scour for clues still imprinted on that light, waiting there to be found. And at the South Pole we spy, within the black starless sky, great swirling forms in the plasma cloud, in the surface of light that we'll use to show if inflation's force
Hey, Bicep. Yeah, Plank? Ever wonder what those swirly patterns are up there? Plank. I don't wonder. I know. Oh. What are they? They're gravity waves. Gravity waves that got stuck up in that big cosmic background thing. Oh, jeez. I always thought they were clouds of dust glowing billions of miles away. Plank, with you, everything's dust. It's the surf dust of life.